À la fête de famille, mes parents ont annoncé, nous donnons la totalité des 1,3 million d'euros à ton frère. Puis, ils m'ont regardé, tu es un raté. Débrouille-toi dans ta vie. Mais ensuite, ma grand-mère s'est levée et a dit, maintenant, c'est mon tour. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'avait vu venir. Bonjour, je m'appelle Marius. Avant de commencer, d'où écoutez-vous ce soir? Et vous êtes-vous déjà senti effacé par votre propre famille? Peut-être que quelqu'un qui regarde ceci sait exactement ce que cela fait. Je suis resté assise dans ma voiture plus longtemps que je n'aurais dû, garée juste devant la maison familiale, la maison où j'ai grandi, la maison qui n'a jamais vraiment eu l'impression d'être chez moi. L'allée était bondée ce soir. Berline polie, SUV de luxe. Chacun me rappelait quelque chose. Succès, statut, appartenance, des choses que, apparemment, je n'avais jamais acquises dans cette famille. Je me suis surprise à regarder la maison comme une étrangère. Une partie de moi voulait repartir. Mais vous savez comment c'est, certains événements, on ne peut pas ne pas y aller, même quand on sait qu'on va droit vers quelque chose de laid. J'ai finalement coupé le moteur, attrapé mon manteau et je me suis forcé à monter les marches de pierre. La lumière du Porsche m'a inondé alors que j'atteignais la porte. Personne n'est venu me saluer. Typique. À l'intérieur, la fête battait son plein. Des verres de cristal tintants, des conversations bourdonnantes, des rires venant de la salle à manger, tous ces visages, certains liés par le sang, la plupart tournant simplement autour de la famille comme des satellites. Je suis resté près de l'entrée une seconde, mais personne n'a remarqué ou n'a fait semblant de ne pas. Alors, je me suis déplacé discrètement dans la foule, me dirigeant vers la salle à manger. Je savais que ma place n'attendait pas. Jamais elle n'attendait. Regardez qui a finalement fait le déplacement. La voix de ma mère a transpercé le bruit comme un couteau. Elle se tenait à côté de mon père, tous deux habillés impeccablement comme toujours. Elle m'a souri, mais c'était le genre de sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai hoché la tête poliment. Le trafic. Elle n'a pas répondu. Elle s'est juste détournée, ajustant un vase sur le buffet comme si cela avait plus d'importance. J'ai trouvé une place vide à la table d'angle. Pas la principale où la famille était assise au centre. Même pas proche. Papa a levé son verre de vin et l'a tapoté légèrement. La pièce s'est tue. Merci à tous d'être ici ce soir, a-t-il commencé, la voix aussi lisse que s'il donnait un discours en conseil d'administration. Ce soir, il ne s'agit pas seulement de célébrer une année de plus. Il s'agit de célébrer l'avenir. Je savais ce qui allait arriver. Je le savais. Mais l'entendre m'a toujours frappé comme de l'eau froide. Nous avons décidé, a poursuivi mon père, que les économies de la famille, 1,3 million d'euros, iront à Jean. Il l'a mérité. Il est l'avenir de cette famille. La pièce a éclaté en applaudissements polis. Même certaines personnes qui nous connaissaient à peine ont applaudi. J'ai regardé mes mains. Je n'ai pas applaudi. Et quant à Marius, a ajouté ma mère presque comme une pensée secondaire. Eh bien, elle a toujours été indépendante. Elle sait comment gérer sa propre vie. Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quelle insulte. Ma gorge s'est serrée. Je me suis senti d'abord comme une boule, puis comme une pierre coincée dans ma poitrine. Je n'étais même pas surprise. C'était le plus triste. Personne ne m'a regardé. Pas Jean, pas mes cousins, pas même grand-mère Anitra. Papa a levé son verre, affichant ce sourire de père fier qu'il réservait toujours à mon frère. À Jean, plus d'applaudissements, de toasts, de vivas. Je suis restée assise, pétrifiée, avalant le goût de fer dans ma bouche. Et dans ma tête, une phrase continuait de hurler. Je suis toujours là. J'étais juste là et pourtant invisible. Les rires autour de moi se sont estompés en bruit blanc. Mes mains agrippaient le bord de la table comme si j'allais tomber. Après le toast, ma mère s'est approchée. Elle m'a tendu une enveloppe, décorative, bordée d'or, comme un cadeau de fête. Ceci est pour toi, a-t-elle dit calmement. Un petit quelque chose de la famille. J'ai hésité, puis je l'ai prise. Mes doigts tremblaient. À l'intérieur, il y avait un chèque à mon nom. Montant 0. Pendant un moment, je n'ai pas compris. Puis j'ai levé les yeux. Elle a souri. C'est symbolique, ma chère. Derrière elle, j'ai entendu quelques rires. Pas forts, pas cruels, mais présents.
J'ai plié lentement le chèque et l'ai remis dans l'enveloppe. Ma mère me regardait comme si elle attendait quelque chose. De la gratitude, peut-être. Je ne lui ai rien donné. Elle s'est éloignée. Je me suis assise. Non, je me suis effondré sur la chaise la plus proche. J'ai fixé l'assiette vide devant moi. Je ne pouvais même pas goûter ma propre salive. Juste engourdi. Juste vide. Je me suis souvenu avoir 10 ans, brandissant mon bulletin scolaire, espérant que papa dirait quelque chose d'autre que « bien joué ». Maintenant, où est Jean? Je me suis souvenu des pièces de théâtre auxquelles je n'ai pas participé, des anniversaires oubliés, des fois où j'ai aidé sans qu'on me le demande, et on m'a dit que j'étais trop indépendante pour avoir besoin de remerciements. Cela n'avait jamais eu d'importance. Je suis restée assise là dans ce coin, réalisant quelque chose au plus profond de moi. Je n'avais jamais vraiment appartenu à cette famille. Pas vraiment. Et pourtant, une partie de moi voulait pleurer. Puis, soudain, un mouvement a attiré mon regard. Au bout de la pièce, quelqu'un s'est levé lentement. C'était grand-mère Anitra. Sa voix, douce mais tranchante comme du verre, a dit « Maintenant, c'est mon tour ». La voix de ma grand-mère a tranché le brouhaha comme une lame. Tout le monde s'est arrêté. Les fourchettes sont restées suspendues à mi-chemin. Les verres à vin se sont arrêtés juste avant les lèvres. Même mon père s'est tourné, les sourcils levés, complètement pris au dépourvu. « Vous pouvez célébrer votre fils, Delroy, a-t-elle dit, la voix calme et posée. Mais n'effacez pas votre fille. » Le silence qui a suivi était presque physique. Les gens se sont décalés inconfortablement sur leur siège. Quelques-uns se sont regardés, incertains s'il fallait réagir ou faire semblant de ne pas avoir entendu. Mon père a ri légèrement. Ce rire forcé qu'il utilisait pour se dérober dans les salles de conseil. « Allez, maman. Ne dramatise pas les choses. Marius va bien. Elle est indépendante. C'est une bonne chose, non ?» Certains invités ont ri nerveusement, comme s'ils avaient été dirigés. Et juste comme ça, le moment s'est évanoui. J'ai senti quelque chose bouger en moi pendant une demi-seconde quand grand-mère a parlé. De l'espoir, peut-être, comme si quelqu'un avait enfin remarqué. Comme si quelqu'un allait me défendre. Mais quand elle s'est rasseyée, ses mains pliées soigneusement sur ses genoux, cette lueur s'est éteinte. Elle n'allait pas se battre contre eux. Pas ce soir. J'ai essayé de ne plus la regarder. Au lieu de cela, mon regard a erré, cherchant un endroit, n'importe quel endroit, où je ne me sentirais pas suffoqué dans cette pièce remplie de gens qui étaient censés me connaître. Et puis je l'ai vu, mon oncle, le frère cadet de papa, celui qui, il y a des années, m'avait prise à part après un barbecue familial et m'avait dit « Ne fais pas attention à ton père. Tu es l'avenir de cette famille, Marius. Tu as ce qu'il faut. » Je l'avais cru. Maintenant, de l'autre côté de la table, je le voyais rire à quelque chose que papa disait. Je l'ai regardé éviter mes yeux. Il les a choisis. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a blessé plus profondément que tout ce que mes parents avaient fait ce soir. La trahison ne vient pas toujours fort. Parfois, elle est silencieuse, un regard détourné, une conversation non entamée, une place non offerte. Je me suis levé trop vite, la chaise raclant le sol. Des têtes se sont tournées brièvement avant de détourner le regard. J'avais besoin de m'asseoir quelque part, n'importe où. À la table principale où mon père et mon frère baignaient dans l'attention, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, de subtil. Les étiquettes de noms disposées parfaitement devant chaque siège. La mienne n'y était pas. J'ai scanné 2 fois, 3 fois. Rien, pas de nom, pas de place. Cela m'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Pendant un moment, je suis resté là comme une invitée au mariage de quelqu'un d'autre, essayant de faire semblant de ne pas être complètement perdu. Personne n'a dit un mot. Personne ne m'a offert sa place. Je me suis reculé, en faisant attention à ne pas faire de scène, en faisant attention à ce que la honte sur mon visage ne soit pas visible. Me déplaçant vers l'arrière près du poste de service, je l'ai trouvé. Une seule chaise vide poussée maladroitement contre le mur près de la porte de la cuisine battante où les serveurs entraient et sortaient portant des plateaux qu'ils ne cachaient même plus pour eux. Je n'étais pas de la famille, j'étais juste quelqu'un sur le chemin. Je me suis assise et la chaise, elle semblait plus froide que la pierre. J'ai posé mon verre sur la petite table d'appoint, j'ai regardé la condensation se former le long de sa surface et je me suis dit de ne pas pleurer, pas ici. Pas devant eux. Mais assise là,
seul, invisible, écoutant les rires que j'avais l'habitude de chasser quand j'étais enfant, j'ai réalisé autre chose. Cette chaise n'était pas nouvelle. C'était toujours ma place. Je me suis souvenu des anniversaires où mon gâteau était une pensée secondaire. Des soirées de remise des diplômes où papa serrait la main de Jean comme un PDG transmettant le flambeau et me regardait à peine. Promotion après promotion au travail. Et jamais une fois. Nous sommes fiers de toi. J'avais été le plan de secours. La police d'assurance de la famille gardée tranquillement dans un coin jusqu'à ce qu'on en ait besoin et jamais vraiment nécessaire. Ce soir, cela l'a juste rendu littéral. J'ai passé un doigt le long du bord de la chaise. Sa surface écaillée et usée, probablement traînée hors du stockage. Je pouvais soit pleurer ici devant eux tous, soit devenir insensible. J'ai choisi l'insensibilité. C'était plus sûr. J'ai levé mon verre, plus pour faire quelque chose que par nécessité, et j'ai regardé les reflets danser contre la glace. Mes mains étaient stables maintenant, plus stables que ma voix n'aurait pu l'être. Et puis quelque chose m'a tiré. J'ai levé les yeux à travers la pièce, à travers l'éclat des verres à vin et les flashs des appareils photo, grand-mère Anitra me regardait. Son visage était illisible. Pas de sourire, pas de froncement de sourcils, pas d'excuses, juste ce regard. Elle ne clignait pas des yeux, ne détournait pas le regard. Je voulais baisser les yeux, faire semblant de ne pas l'avoir vue, mais je ne pouvais pas. Quelque chose dans ce regard constant. Cela ressemblait à une question que je ne comprenais pas encore. Et quelque part en moi, même dans cette chaise froide, une graine a été plantée. Ce matin-là, la lumière du soleil semblait un mensonge. J'avais à peine dormi. Je suis resté au lit longtemps après l'aube, fixant le plafond, écoutant les sons étouffés des plateaux de petit déjeuner roulés dans le couloir, des conversations polies, des couverts tintants, comme si la nuit dernière n'était pas arrivée. Mais elle était arrivée. Je me suis forcé à me lever, à me doucher, à m'habiller, non pas parce que je me sentais prête, mais parce que ne pas y aller leur aurait donné une autre raison de m'appeler fragile. Lorsque je suis entré dans la salle à manger pour le brunch, l'air sentait les agrumes et le café. Les voix bourdonnaient ensemble comme une toile de fond au cliquetis découvert. Cela semblait chaleureux, invitant. Je me sentais froide à l'intérieur. Maman m'a repéré la première. « Tu es là. »« C'est bien », a-t-elle dit avec le même ton que quelqu'un pourrait utiliser en voyant le chat d'un voisin entrer dans son jardin. J'ai hoché la tête, incapable de trouver un mot qui semblait valoir la peine d'être dit. Être là n'était pas de la force. C'était une obligation. Je me suis assise à une table d'angle près de la fenêtre où personne ne remarquerait si je souriais ou si je pleurais. Et pendant que le rire portait à travers la lumière du matin, mon esprit m'emportait ailleurs, des années en arrière. Après la mort de grand-père, la famille s'est disloquée de manière discrète, pas avec des cris, mais avec des réunions. Des réunions interminables. J'étais celle qui est restée. Papa a dit qu'il était trop occupé. Maman ne comprenait pas les chiffres. J'en étais pas encore prêt pour cette responsabilité, alors j'ai travaillé. À 26 ans, j'étais chez l'avocat tous les 2 jours, à éplucher des feuilles de calcul, des documents juridiques, des registres d'entreprise que grand-père avait laissés dans le chaos. Je me souviens des nuits blanches, les yeux brûlants, les doigts endoloris, sachant que je ne faisais pas que corriger des chiffres. Je sauvais ce que grand-père avait construit. Et quand ce fut fait, quand les papiers de restructuration furent signés, je me souviens être resté là, fier, jusqu'à ce que je les lise. La nouvelle structure de l'entreprise, chaque actif, chaque vote de contrôle transféré sous un seul nom. Jean. J'ai confronté papa ce soir-là, tremblant. « Tu n'es pas fait pour diriger », a-t-il dit simplement, sans même lever les yeux de son whisky. « Nous te protégeons de l'échec. » Je me souviens de la façon dont ces mots ont brisé quelque chose en moi. Je n'ai même pas argumenté. À la table du brunch maintenant, mes mains tremblaient rien qu'en m'en souvenant. Il n'avait pas volé mon travail avec un couteau. Il l'avait fait avec une signature, un effacement silencieux et professionnel. Je pensais que la loyauté suffisait. Je pensais que si je donnais assez, travaillais assez, restais assez silencieuse, il me verrait. J'avais tort. Il voulait mon travail, pas ma présence. Il voulait mon effort, pas mon nom. Une salve d'applaudissements soudaine m'a ramené à la réalité. Papa se tenait à nouveau, levant son verre à Jean, qui était assis, un sourire modeste aux lèvres, savourant l'attention. « À Jean », a dit papa, la voix pleine de fierté.
le bâtisseur de notre avenir. Je l'ai entendu, et avant même de savoir ce que je faisais, mes mains ont bougé. J'ai commencé à applaudir par habitude, par conditionnement, par des années à applaudir mon propre effaceur. Je me suis arrêté à mi-chemin. Mes paumes planaient en l'air, ouvertes. Cela m'a frappé. Je célébrais ma propre disparition. J'ai lentement baissé mes mains. Personne n'a remarqué. Pourquoi aurait-il fait ça? J'ai baissé les yeux, avalant la honte si épaisse qu'elle brûlait. Mais alors, à travers la pièce, j'ai croisé son regard. Grand-mère. Elle n'applaudissait pas. Elle ne souriait pas. Elle me regardait simplement. Et cette fois, elle a hoché la tête. Un petit signe, presque imperceptible. Mais j'ai compris. Elle n'allait pas me sauver. Elle me montrait que je pouvais me sauver moi-même. J'ai regardé mes mains, le bout de mes doigts tremblant encore légèrement, et la pensée est venue sans invitation mais clairement. Ils n'ont pas volé mes fondations du jour au lendemain. Je leur ai donné les briques une par une et avec cela, quelque chose en moi a changé. Pas en colère, pas encore, mais en prise de conscience. Et parfois, la prise de conscience est plus dangereuse que la fureur. Cette prise de conscience ne me laissait pas respirer. Après la fin du brunch, je suis resté à table bien après que la plupart des invités soient partis sur la terrasse pour boire. J'ai regardé les ombres s'étirer sur les murs du domaine, la lumière du soleil s'accumulant sur les planchers polis comme si elle n'avait pas non plus sa place ici. Et quand la pièce s'est vidée, je me suis retrouvé debout, marchant. Je n'étais pas sûr où j'allais jusqu'à ce que je voie sa porte. L'appartement de grand-mère Anitra était attaché à la maison principale, mais semblait être un monde à part. Le couloir sentait le cèdre et les vieux livres. J'ai hésité avant de frapper. Ma main tremblait. Elle a ouvert la porte avant même que je ne la touche. Il est temps, a-t-elle dit doucement. Pas de jugement, pas de bienvenue, juste l'inévitable. Je suis entré. Son appartement était petit, mais rempli de souvenirs. Des étagères garnies de livres de droit, des photographies en noir et blanc encadrées de personnes que je ne reconnaissais qu'à travers les histoires de famille, et une courte pointe drapée sur le canapé, cousue par des mains disparues depuis longtemps. Je me suis assise où elle m'a indiqué, un fauteuil usé faisant face à elle. Aucun de nous n'a parlé pendant un moment. Puis grand-mère a dit, j'aurais dû te le dire plus tôt. Ma gorge s'est serrée. Me dire quoi? Elle a attrapé un cadre en bois fin sur une étagère. À l'intérieur, il n'y avait pas de photo. C'était un acte de propriété. Ancien, décoloré. Cette maison était censée être à toi, a-t-elle dit doucement. Je ne comprenais pas, elle a gardé son regard fixe. Après la mort de ton grand-père, ton père m'a promis, m'a juré, que j'aurais ce domaine pour le reste de ma vie, et après moi, il irait à toi. C'était le souhait de ton grand-père. J'ai senti mon estomac se tordre. Elle a continué, la voix craquelante. Mais 2 ans après sa mort, Delroy a changé les papiers en silence. Il a ajouté le nom de Jean. Il a retiré le tien avant même que tu ne le saches. J'ai secoué la tête, incapable de comprendre. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que c'est mon fils, a-t-elle murmuré. J'ai continué à croire qu'il s'en souviendrait. Elle semblait plus petite, d'une certaine manière, plus âgée. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule à avoir été effacée. Elle avait été effacée aussi. Nous étions juste 2 versions différentes de la même trahison. Elle par loyauté. Moi par négligence. J'ai essuyé mes paumes sur mes genoux, luttant pour trouver des mots. Pourquoi maintenant? Pourquoi me le dire maintenant? Sa voix s'est craquée. Parce que je ne peux plus te protéger. Elle a attrapé une petite boîte en bois sur la table d'appoint et l'a ouverte. À l'intérieur, soigneusement pliée, une seule feuille de papier. Elle me l'a tendue. Ce n'était pas l'acte. C'était un contrat, non notarié, non officiel, mais signé, une promesse. J'ai lu le nom de mon père, calligraphié d'une encre familière. La formulation était simple mais claire. Le domaine devait rester en possession d'Anitra pendant sa vie, puis me transférer. C'est votre preuve, a dit doucement grand-mère, faisant glisser la page. J'ai fixé cela, et j'ai gelé. La preuve de quoi? Que mon père était un menteur. Que les gens qui m'ont élevé, qui m'ont appris à dire s'il vous plaît et merci, qui m'ont couché une fois, m'avaient aussi volé tout ce que j'avais construit. Tout ce que j'étais censé hériter.
Mes doigts planaient sur le papier, mais je ne pouvais pas le toucher. Qu'est-ce que je fais avec ça, ai-je murmuré. Sa réponse était encore plus douce. Quoi que vous choisissiez ensuite, souvenez-vous simplement de qui vous avez toujours été. Le silence entre nous disait tout le reste. Je suis restée assise là longtemps, le document intact devant moi pendant que la lumière du soleil rampait lentement sur les planchers. Et quand je me suis finalement levé, j'ai plié le papier sans le regarder et je l'ai glissé dans ma veste. Une arme ou un adieu? Je ne savais pas. Quand j'ai quitté son appartement, le couloir semblait plus long, chaque pas plus lourd. Je me suis dit que j'allais réfléchir, peser mes options. Y penser. Mais au moment où je suis sorti, la trahison m'a trouvé d'abord. Je suis sorti dans la soirée, pensant que je trouverais de l'air. Au lieu de cela, j'ai marché droit dans autre chose. La fête s'était déplacée à l'extérieur pendant que j'étais dans l'appartement de grand-mère. Le jardin arrière était drapé de guirlandes lumineuses, une musique douce bourdonnait de haut-parleurs cachés. Des tables étaient dressées autour de la pelouse soignée. Des invités étaient regroupés en cercle net, leurs verres étincelant sous les lumières. Mais au moment où j'ai franchi le seuil, je l'ai senti. Pas de silence, pas exactement d'évitement. Les gens me voyaient, puis ils ne me voyaient plus. C'était pire que des chuchotements. Pire que des regards. C'était un détournement délibéré. La lente décision collective de faire semblant que je n'étais pas là. Faire semblant que je n'avais jamais existé. Puis la voix de mon père s'est élevée au-dessus de la musique. Famille, amis, puis-je voler votre attention une minute? J'ai gelé là où je me tenais. Il se tenait près de la terrasse, un microphone à la main, rayonnant comme le patriarche fier qu'il aimait prétendre être. Les gens se tournaient facilement vers lui, accueillants. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. Ce soir, a-t-il dit calmement. Je suis fier d'annoncer quelque chose de spécial. Son regard a balayé la foule mais n'a pas atterri sur moi. La fondation familiale, ce que beaucoup d'entre vous connaissaient sous le nom de fonds d'héritage Harris, change de nom. Une vague d'intérêt. Certains se sont penchés en avant. Mes jambes sont devenues froides. À partir d'aujourd'hui, a poursuivi mon père, elle s'appellera la Fondation Jean Harris. Des applaudissements ont éclaté. Enthousiastes, bruyants. Dans le bruit, personne n'a remarqué que j'avais arrêté de respirer. La fondation était la mienne. Fondée après l'université, nommée d'après mon grand-père, construite pendant des années où je travaillais à 2 emplois, et j'avais donné chaque dollar que j'avais en surplus pour la maintenir en vie. Mais maintenant, elle avait un nouveau nom. Le sien, celui de mon frère. Je me souviens avoir regardé mes mains. Elles tremblaient. Pas de rage. Pas encore. Juste du vide. Je n'étais pas en colère. J'étais rien. Autour de moi, les gens applaudissaient. Quelqu'un à côté de moi, peut-être un cousin, peut-être un voisin, m'a effleuré l'épaule. Félicitations. Je n'ai pas répondu. Je ne pense même pas avoir levé les yeux. Puis j'ai ressenti la chose la plus étrange. J'ai senti mes propres mains bouger, applaudir. J'avais commencé à applaudir sans m'en rendre compte, par habitude, comme si une partie de moi croyait que je devais le faire. Je me suis rattrapé, les doigts en l'air, et j'ai baissé mes bras si vite que j'ai failli laisser tomber l'embrayage que je tenais. Je n'étais pas seulement en train d'être effacé. J'applaudissais. J'entendais les battements de mon propre cœur plus forts que les applaudissements, plus forts que la musique. J'ai essayé de me ressaisir, de me concentrer sur le chemin de gravier sous mes pieds. C'est là que Rena m'a trouvé. Je ne l'avais pas vue s'approcher. Rena, autrefois comptable de la famille avant de prendre sa retraite mystérieusement l'année dernière, maintenant apparemment invitée. Elle a touché mon coude doucement. Tu dois voir ça, a-t-elle dit doucement et m'a glissé une enveloppe dans la main. Je n'ai pas réagi, pas tout de suite, mais quelque chose dans son ton, ou peut-être le regard dans ses yeux, m'a fait serrer mes doigts autour de cela. Rena n'a pas expliqué. Elle s'est juste éloignée. Je suis resté là un moment encore avant que, finalement, mes jambes n'obéissent. J'ai marché à travers les bords de la fête, au-delà des tables, jusqu'à ce que je me trouve près de la clôture en pierre bordant l'extrémité du domaine. Là, à l'ombre d'un chêne torsadé, j'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des copies de relevés financiers, des lettres, des reçus de dons, tous signés en mon nom. J'ai feuilleté ces documents avec des doigts tremblants. Donatrice fondatrice Marius Martin.
documents originaux de la fondation. Mes documents enterrés. Parce que maintenant officiellement, je n'étais pas seulement coupé du récit. J'avais été légalement effacé. Mon père n'avait pas seulement retiré mon nom de la fondation. Il avait réécrit l'histoire rétroactivement pour donner l'impression que je n'en avais jamais fait partie. J'ai senti les papiers glisser de mes mains. Je les ai à peine rattrapés avant qu'ils ne touchent l'herbe. Et je suis resté là, seul dans le noir, serrant la preuve qui ne comptait pour personne d'autre que moi. J'ai pensé, si je me bats maintenant, je perds. Je les perds. Tous les restes de famille que je croyais encore avoir. Mais si je reste silencieuse, je disparais. J'ai regardé l'enveloppe, la lourde preuve de tout ce en quoi j'avais autrefois cru. Puis j'ai tourné le dos à la fête et j'ai marché dans l'obscurité. J'ai laissé les larmes couler. Pour la première fois cette nuit-là, je ne les ai pas essuyées. J'ai fini, ai-je murmuré. Je le pensais. Ou je le croyais, car quelqu'un n'avait pas fini avec moi. Je ne me souviens pas d'être retourné à l'appartement de grand-mère. Je m'y suis juste retrouvé. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas réfléchi. J'ai poussé la porte comme je le faisais enfant après des cauchemars, quand ses bras étaient le seul endroit où je me sentais en sécurité. Mais ce soir, je ne voulais pas de bras. Je voulais du silence. Alors, je me suis recroquevillé dans son vieux fauteuil, j'ai ramené mes genoux contre moi, et j'ai essayé de disparaître en moi-même. Mon esprit ne pouvait pas se calmer. J'avais pensé que le pire était derrière moi. Ce toast de la fondation, les applaudissements volés, l'enveloppe de Rena brûlant dans ma poche. Cela aurait dû me briser. Et peut-être que ça l'a fait. Parce qu'assis là, dans ce petit appartement qui sentait légèrement la lavande et la poussière, je me suis dit quelque chose que je ne pensais jamais admettre. J'ai perdu. Je n'étais jamais censé gagner. Et pour la première fois cette nuit-là, je le croyais. J'ai dû rester là 1 heure avant de réaliser que je n'étais pas seul. J'ai entendu la porte se fermer doucement, le clic léger de vieilles chaussures traversant le tapis, et puis le grincement doux quand quelqu'un s'est installé dans la chaise à côté de la mienne. Je n'avais pas besoin de regarder. Je savais que c'était elle. Grand-mère Anitra ne parlait pas. Pas pendant longtemps. Elle s'est juste assise à côté de moi, respirant, attendant. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, elle a dit une phrase si douce que j'ai failli la manquer. Je les ai laissés me prendre ton grand-père. Je ne les laisserai pas te prendre toi aussi. C'était tout. Et cela m'a brisé. Je n'ai pas pleuré comme je m'y attendais. Pas au début. Ma gorge s'est serrée et les larmes ont brouillé ma vision. Mais le son n'est jamais venu parce que ces mots ne m'ont pas rendu triste. Ils m'ont fait me sentir vu. Je n'étais plus invisible. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés assises là. Juste sa présence, calme et stable, semblait être une bouée de sauvetage. Et quelque part au plus profond de mon épuisement, un souvenir a refait surface. J'avais 6 ans à la piscine communautaire, dans le petit bain, où j'avais glissé et coulé, me débattant, silencieuse, trop paniquée pour même crier. Mes parents n'avaient pas remarqué, mais elle si. Je me souviens de ses bras me tirant hors de l'eau, de la façon dont elle n'a rien dit, juste me serrait fort sur le béton froid jusqu'à ce que ma respiration ralentisse. Ce soir ressemblait exactement à ça. Et pendant que je tremblais, j'ai réalisé quelque chose de simple mais terrifiant. Elle était la dernière chose qui me rattachait à qui j'étais. Elle était mon ancre. J'ai senti son mouvement à côté de moi. Puis le son d'un tiroir qui s'ouvre. J'ai regardé, pas son visage, mais ses mains. Elle tenait un dossier. Sans un mot, elle l'a posé doucement sur mes genoux. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des documents et un petit enregistreur numérique usé. Ce sont à vous, a-t-elle dit doucement. Pas pour la vengeance, pour la justice. J'ai forcé mes doigts engourdis à travailler. J'ai ouvert le dossier. La première chose que j'ai vue, ce sont les documents de propriété originaux du domaine, le testament de mon grand-père. Accord manuscrit signé, jamais révoqué. La preuve que la maison dans laquelle nous étions assises, la maison que mon père avait revendiquée comme son empire, n'était pas la sienne à revendiquer. Puis le fichier audio. Elle m'a dit ce que c'était, bien que je n'osais pas encore le lire. Une confession. Mon père il y a des années admettant avoir modifié l'acte de propriété. Sa voix enregistrée, indéniable. Je me sentais comme si je ne pouvais pas respirer. Je l'ai regardé, désespéré,
perdu. Je ne sais pas si je peux, ai-je murmuré. Faire quoi? Me battre. Je ne sais pas si je peux faire ça. Si j'utilise ça, est-ce que je deviens juste comme eux? Son expression n'a pas changé. Il ne s'agit pas de prendre ce qui leur appartient, a-t-elle dit, sa voix comme de la pierre. Il s'agit de récupérer ce qui est à vous. Et voilà, une ligne tracée entre la reddition et quelque chose d'autre. Je suis resté assise, fixant les papiers, l'enregistreur, ses mains stables. Puis lentement, j'ai regardé les miennes. J'avais toujours pensé que mes mains étaient faibles, vides. Maintenant, elles tenaient la preuve. La preuve que j'avais de l'importance, que j'existais. Et pour la première fois, peut-être de toute ma vie, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que la peur. La résolution. J'ai levé la tête, essuyé mon visage et j'ai murmuré, pas à elle, mais à moi-même. Alors je cesserai d'être la ratée. Grand-mère n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Je me suis levé, j'ai pris le dossier, et pour la première fois cette nuit-là, je me suis tenu droite. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai planifié, pas avec colère, pas même avec douleur, juste avec clarté. Une clarté froide et délibérée. Pendant 2 jours complets, j'ai coupé le monde extérieur. Je suis resté principalement dans l'appartement d'Anitra, où le vieux silence de ses étagères et de ses livres de droit est devenu ma compagnie. Elle parlait rarement, se contentait de me regarder pendant que je parcourais document après document. Je pense qu'elle comprenait mieux que quiconque. Je ne complotais pas une vengeance. J'apprenais à défaire le silence. J'ai rencontré son avocat, un homme à la voix de sténographe judiciaire et aux yeux qui ne clignaient pas. Nous avons examiné les contrats, les actes de propriété, les promesses cachées sous des années de signature familiale. Il parlait peu, mais quand il m'a glissé un dossier spécifique sur la table, j'ai su que quelque chose avait changé. Ce n'était pas une découverte. C'était une arme, une clause oubliée enterrée dans les documents constitutifs de l'association caritative. Une clause nommant le fondateur, moi, comme le véritable contrôleur de la fondation, sauf révocation explicite par mon consentement. Ils ont supposé que vous ne le liriez jamais, a dit l'avocat sans émotion. J'ai fixé l'avis de réactivation devant moi. Je n'ai jamais donné mon consentement. J'ai signé, non pas avec colère, mais avec clarté. Quand j'ai quitté ce bureau, je ne me suis pas senti comme la fille qu'ils avaient effacée. Je me suis senti comme quelqu'un sur le point d'arrêter de s'effacer elle-même. 2 jours plus tard, l'événement communautaire est arrivé. Un rassemblement de donateurs, de dirigeants locaux, de responsables de la ville, toutes les personnes que Delroy devait voir comme respectables. Il s'est tenu dans un lieu historique du centre-ville. Murs de pierre, vitraux, héritage, emballés pour la vente. Ils étaient là tôt, bien sûr. Ma mère, les cheveux parfaits, les yeux scrutant la foule comme si elle lui appartenait. Mon père serrant la main comme le politicien qu'il n'était pas, souriant ce sourire qu'il réservait aux étrangers dont il avait besoin, et Jean se tenant derrière eux comme une pensée secondaire qui a été promue d'une manière ou d'une autre. Je ne me suis pas précipité. J'ai attendu jusqu'à ce que les présentations soient presque terminées, jusqu'à ce que Delroy monte au podium, un microphone à la main, et commence à annoncer l'avenir de notre fondation familiale. Ces mots ont à peine été enregistrés. Quelque chose à propos de la communauté, de l'héritage, de Jean nous menant dans le prochain chapitre. Des rires, des applaudissements polis. Puis je suis entré. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement traversé le couloir lentement, directement, coupant à travers les rangées de chaises comme si elles n'existaient pas. Les conversations se sont tues autour de moi, non pas par respect, mais par confusion. Delroy m'a vu en premier. Sa voix s'est brouillée à mi-phrase. Son sourire a vacillé, puis s'est figé. Carlène m'a vu ensuite. Elle a réellement murmuré audiblement, « Pas ici. Pas maintenant. » J'ai continué à marcher. Au podium, Delroy s'est juste assez remis pour essayer. « Marius, si tu veux nous rejoindre. » Non. Ma voix n'était pas forte, mais elle était définitive. J'ai fouillé dans mon sac. J'ai sorti le dossier que l'avocat d'Anitra avait préparé. Pas des papiers pour les menacer, mais des papiers pour leur rappeler calmement, légalement, irrévocablement. J'ai posé les documents de propriété originaux sur le podium à côté du contrat signé me donnant le contrôle de la fondation, des papiers que je possédais maintenant en tous sens. Delroy les a regardés comme s'ils allaient prendre feu.
Jean avait l'air de vouloir disparaître. Les mains de Carlène tremblaient tandis qu'elle serrait ses perles. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Puis doucement, calmement, ce changement de nom est invalide. Je conserve le contrôle total de la fondation. À compter de maintenant, le silence, pas poli, pas respectueux, juste l'absence, d'excuses, de leur version de l'histoire. Je me suis retourné, les ai regardés, non pas comme une fille implorant l'approbation, mais comme une femme qui avait fini d'implorer. Je n'avais pas besoin de gagner, ai-je dit. J'avais juste besoin d'arrêter de perdre. Puis je me suis reculé. Adelroy a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Le lèvre de Carlène a tremblé, mais aucun mot n'a suivi. Jean. Il m'a regardé comme s'il n'était pas sûr de quel côté il était pour la première fois. Peut-être le sien. Et pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose. Le silence n'était plus leur arme. C'était la mienne. Je l'ai laissé s'attarder. Alors que je sortais de la salle communautaire, j'ai à peine fait 3 pas avant de l'entendre. Arrête-toi là. Je ne me suis pas retourné. Pas avant que la voix de Delroy ne tranche le calme comme une sirène. Les gens à proximité se sont figés, des donateurs, des collègues, des voisins. Des visages que je reconnaissais des barbecues d'enfance regardaient maintenant comme s'ils attendaient un spectacle. Puis il l'a dit fort. Elle a falsifié ses papiers. Elle a manipulé ma mère. Je me suis lentement retourné. Le visage de Delroy était rouge, sa mâchoire si serrée qu'elle semblait douloureuse. Dans sa main, il tenait un dossier, un que je n'avais pas vu auparavant. Il l'a brandi comme une arme. Ceci, a-t-il dit. Ceci est le vrai document. Celui où ma mère a révoqué tout ce qu'elle vient de vous dire. Ma fille est une menteuse. Des halètements ont parcouru le groupe. J'ai aperçu des regards confus, des chuchotements tourbillonnant entre les donateurs comme un incendie de forêt. Carlène était à côté de lui, sa main sur son bras, hochant la tête. Ne la crois pas. Tu sais comment elle a toujours été. Cela a touché plus fort que je ne l'avais prévu. Peut-être parce qu'une partie de moi espérait qu'il n'irait pas aussi loin. Peut-être parce que je n'étais pas prête à voir mon propre père m'appeler une fraude devant les gens qui me donnaient des biscuits quand j'avais 6 ans. J'ai regardé autour de moi. Personne n'a bougé. Pas une seule personne ne s'est avancée. J'ai senti ma gorge se serrer. C'était le coup de grâce, n'est-ce pas? Le moment où il m'aurait effacé définitivement, et cette fois les gens applaudiraient pendant qu'il le ferait. Delroy a secoué à nouveau le dossier. Elle complote depuis des années, utilisant même le chagrin de ma propre mère contre moi. Je suis restée là, silencieuse, puis de derrière moi, une voix que je connaissais. Ça suffit, Anitra. Elle n'a pas crié. Elle n'en avait pas besoin. Je me suis tourné alors qu'elle avançait, canne à la main, se déplaçant plus lentement que d'habitude, mais stable. À côté d'elle, Monsieur Forester, l'avocat de la famille, suivait, tenant une mallette verrouillée. La voix de Delroy s'est cassée. Maman, tu sais ce que tu as signé. Elle a rencontré son regard, son expression plate. Je sais ce que je n'ai jamais signé. Puis elle a fait signe à Monsieur Forester. J'ai regardé, engourdi, pendant qu'il ouvrait la mallette juste là dans le couloir. De l'intérieur, il a sorti une liasse de papier et un petit enregistreur numérique. Il l'a allumé. La voix de Delroy a retenti dans l'air. J'ai changé l'acte sans le dire à maman. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle est trop vieille pour me combattre. Les mots n'étaient pas vieux. L'enregistrement n'était pas d'il y a des années. C'était récent, net, clair. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis les chuchotements se sont transformés. La main de Delroy tremblait. Le dossier qu'il tenait est tombé par terre. À côté de lui, le visage de Carlène s'est effondré. Elle a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Je pouvais sentir quelque chose changer dans l'air. Pendant des années, chaque pièce où j'entrais semblait me repousser. Maintenant, les gens reculaient de lui. Jean, se tenant derrière eux, a détourné le regard. Il ne s'est pas avancé aux côtés de son père. Delroy a titubé. Non, non, vous ne comprenez pas, mais personne n'écoutait. Personne ne le croyait. Je n'ai pas parlé. Je n'avais pas besoin de le faire. Pour une fois, le silence m'appartenait. Je l'ai laissé l'engloutir. Monsieur Forester s'est tourné vers moi,
plaçant les documents finaux signés dans mes mains, mon contrôle sur le domaine, ma position légale dans la fondation, tout ce qu'ils avaient pris. Anitra m'a touché l'épaule. Maintenant, c'est à toi. Fais mieux. J'ai regardé les papiers, senti leur poids, et pourtant je n'ai rien ressenti, ni triomphe, ni satisfaction, juste de l'épuisement. Mon père s'effondrait devant moi. Ma mère pleurait silencieusement. Mon frère n'a même pas essayé de les sauver. Et moi, j'avais gagné. Mais je n'avais pas l'impression d'avoir gagné. Des semaines sont passées. Les gens vous disent que le temps guérit les choses, mais ce que j'ai appris, c'est que le temps ne guérit pas. Le temps rend juste les choses plus silencieuses. Mon téléphone n'a pas sonné. Pas surprenant. J'en ai jamais appelé. Pas même un message. Carlène a envoyé un email, exactement 6 mots. Nous espérons que tu es satisfaite. Au revoir. Je n'ai pas répondu. Je me lève tôt maintenant par habitude. Pas par besoin. Certains matins, je sirote mon café avant le lever du soleil. Assise sur le porche qui appartenait autrefois à ma grand-mère. Maintenant, il m'appartient. Je regarde la cour tranquille. La même où chaque photo de famille était mise en scène comme une publicité de magazine. Plus de photographes, juste moi et le silence. La maison d'Anitra. Ma maison. Elle semble trop grande, trop creuse. Mais elle est réelle. J'ai commencé petit, une pièce à la fois. J'ai emménagé dans sa chambre d'amis. La suite parentale semble trop grande, trop semblable à Delroy. Peut-être qu'un jour j'y entrerai. Pas encore. Je fais du bénévolat à nouveau dans l'organisation caritative. Pas en tant que visage. Pas encore. Je réponds au téléphone, traite les formulaires, gère les choses que personne ne remarque, mais qui font fonctionner tout le reste. C'est étrange. Trouver la paix à être invisible alors que l'invisibilité était autrefois un châtiment. Mais cette fois, c'est selon mes conditions. Chaque matin après le café, je fais la même chose. Je place une chaise sur le porche, juste une simple chaise en bois. Je l'ai achetée moi-même dans un petit magasin de meubles à proximité. Elle ne correspond à rien dans la maison. Les gens pourraient la trouver laide, mais pour moi, elle est familière. C'est du même type que cette chaise qu'ils m'ont donnée à la fête. Celle poussée contre le mur à côté des portes de la cuisine. Celle qui me disait exactement où je me tenais. Mais maintenant, cette chaise n'est pas une punition. C'est un choix. Je m'assois dedans. Je pose ma tasse de café sur la coudoir et je regarde le lever du soleil. Je me dis, je n'ai jamais eu besoin de leur table. J'avais juste besoin de mon propre siège. Quand Anitra est décédée, ce fut calme, comme elle le voulait. Elle m'a laissé une lettre. Pas d'argent, pas de propriété dans la lettre. Ceux-ci sont venus par l'intermédiaire des avocats. La lettre était différente. Elle était écrite de sa main. Tremblante mais stable. Ne construisez pas de murs, Marius. Construisez des portes. Même si personne ne vient. Je suis resté avec ces mots pendant des jours, me demandant ce qu'elle voulait dire. Je pense que je comprends maintenant. Elle ne me disait pas de pardonner ou d'oublier. Elle me disait de ne pas me fermer complètement, de ne pas devenir comme eux. C'est tentant, vous savez. Après la trahison, la chose la plus facile est de fermer toutes les portes et de se dire qu'on est en sécurité. Mais être en sécurité n'est pas être en vie. Être en sécurité n'est pas de l'amour. Être en sécurité, c'est juste une autre forme de prison. Alors, je garde le porche ouvert. Parfois, un voisin passe et fait signe. Parfois non. Et ce n'est pas grave. La maison est calme maintenant. Pas de cris, pas de dîner mis en scène, pas de spectacle, juste des planchers qui craquent et la lumière du soleil à travers des fenêtres poussiéreuses. Je ne suis pas guéri. Je le sais. Certaines nuits, je rêve de la voix de Delroy m'appelant une ratée. D'autres nuits, je me réveille en pensant que je suis de retour dans cette chaise à côté des portes de la cuisine, invisible à nouveau. Mais le matin vient toujours. Je me lève toujours. Et chaque matin, je porte cette chaise en bois dehors, la place face à l'est, et je m'assieds. Je me dis, je n'attends pas que quelqu'un me donne une place. Je construis la mienne. Peut-être que vous attendez aussi. Attendre que quelqu'un vous voie enfin, vous dise enfin, voici votre siège. Peut-être êtes-vous fatigué.
Peut-être avez-vous trop donné pour des gens qui n'ont fait que prendre. Je comprends. Mais peut-être qu'il est temps. Il est temps d'arrêter d'attendre. Il est temps de construire le vôtre. Ne construisez pas de murs. Construisez des portes. Même si personne ne passe, car un jour quelqu'un le fera peut-être. Et même si personne ne le fait, au moins vous êtes libre. La famille. Delroy. Carlène. Ils n'ont plus jamais appelé. J'ai arrêté d'attendre qu'ils le fassent. Jean. Il est silencieux. Je ne sais pas s'il est en colère ou honteux. Peut-être les deux. Peut-être aucun des deux. J'ai arrêté de deviner. Je laisse toujours la chaise à côté de la mienne vide, mais pas pour toujours. Je crois que quelqu'un s'y assoira un jour. Peut-être pas de la famille, peut-être personne que je connais encore, mais quelqu'un. Et quand ils le feront, je leur verserai du café. Je dirai, bienvenue. Et je le penserai. Parce que certaines familles vous apprennent l'amour. La mienne m'a appris à survivre.